Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, je te propose de voir comment je traite mes photos de mariage. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite te souhaiter à toi et à tes proches une bonne et heureuse année 2024. J'espère qu'elle va t'apporter la sérénité si elle peut, mais en tout cas la santé parce que c'est extrêmement important bien entendu. Et puis j'espère qu'elle va te permettre de concrétiser tes projets, quels qu'ils soient, même s'ils sont photographiques ou surtout s'ils sont photographiques. En parlant de photos d'ailleurs, on est au mois de janvier et comme tu le sais, chaque année au mois de janvier, eh bien on a un concours mensuel très spécial qui a pour but en fin de compte de mettre en avant les travaux qu'on a pu faire l'année précédente, en l'occurrence 2023. Chaque mois, on a toujours 4 catégories. Je te rappelle, c'est l'animalier, le portrait, le paysage et enfin la catégorie haute, qui est cette catégorie dans laquelle on met ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories. Eh bien, au mois de janvier, on a une 5e catégorie. Cette 5e catégorie, en fait, c'est le vote du public. Tous les mois, bien sûr, il y a eu des vainqueurs pour les 4 catégories. Tu peux retrouver justement les photos qui ont gagné chacune de ces catégories tout le long de l'année 2023 et puis bien avant également sur le site de la Photo Avenue. Le lien s'affiche ici. C'est sur la page des photos gagnantes et tu peux voter pour là où les photos justement qui t'ont plu. Tu n'as pas besoin d'être membre actif de la Photo Avenue pour pouvoir voter. Donc si tu as gagné, toi, si en regardant cette vidéo, tu es un de ceux qui a gagné un des concours, voire plusieurs, eh bien n'hésite pas justement à faire de la pub, à attraper ta famille, tes amis et demander de voter pour toi, etc. Voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du mois, eh bien je vais faire le décompte. Donc je vais personnellement choisir les 4 photos qui vont gagner les catégories animalier, portrait, paysage et autres. Et puis le vote du public, eh bien ça sera les 4 catégories confondues, les photos qui ont gagné en 2023 et laquelle, parmi toutes ces photos, laquelle va remporter la meilleure photo de l'année 2023 du vote du public. À savoir une chose, il y a une règle très précise en ce qui concerne ce concours du mois de janvier. C'est-à-dire que contrairement à tous les autres concours mensuels où en fait tu n'es pas obligé de soumettre des photos qui ont été prises dans le mois, voire dans l'année en question, en ce qui concerne le mois de janvier, vu le thème de ce concours, eh bien toutes les photos doivent, à part les photos qui ont déjà gagné et donc pour la catégorie du vote public, les autres catégories, les 4 autres, doivent avoir été prises en 2023 et ils doivent avoir les exifs dans les photos indiquant qu'elles ont été capturées en 2023. Voilà la règle. Toutes les photos qui n'auront pas été prises en 2023, que j'aurais pu détecter, eh bien elles seront évincées de ce concours-là. Ceux qui vont gagner, justement, donc les 5 gagnants de ce concours vont avoir la possibilité de recevoir un tirage Fine Art gratuit. Voilà. Tous les détails sont, comme d'habitude, sur la newsletter. Si tu n'es pas encore abonné à la newsletter, c'est gratuit, c'est facile à faire. Le lien s'affiche en haut ici. Voilà. Alors, voilà qui est dit. Aujourd'hui, eh bien, je te propose de parler de photos de mariage. Comme tu sais, une partie de mes activités consiste à documenter des mariages de luxe avec des photos. Et en ce moment, je suis en train de finaliser le traitement des images que j'ai pu prendre lors des mariages au mois de novembre et au mois de décembre. Et j'étais en train d'éditer les photos et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo justement pour te montrer comment je m'y prends pour éditer une photo de mariage, voilà, qui peut être un petit peu différent de ce que je fais pour le paysage en tout cas. Voilà, allez, on va y aller, puis je vais t'expliquer aussi d'un point de vue logistique comment j'organise mes photos. D'ailleurs, justement, à ce propos-là, on est dans Lightroom, j'utilise Lightroom bien sûr. Je dis bien sûr parce que bon, à part si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais très bien que j'utilise Lightroom et Photoshop depuis un bon nombre d'années. Et ce que tu vois là, ce sont les photos que j'ai sélectionnées, que je vais donner à mes clients.
et c'est dans la catégorie des photos de couple. Voilà. Alors, comme tu peux regarder sur la gauche, on a le nom de mes clients, les Graham, et ensuite on a le mariage, et dessous on a différents sous-répertoires, préparation, cérémonie, photos de couple, breakfast, et ensuite photos de groupe. En fait, quand j'ai pris les photos lors de ce mariage, et j'en ai pris à peu près 1260 photos, je prends toutes ces photos-là et je les répartis dans ces catégories, dans ces sous-dossiers-là. Et ensuite, après, je prends chacun de ces sous-dossiers et je fais ma sélection. C'est-à-dire que je regarde les photos qu'il y a dedans et j'essaie de trouver la crème de la crème, les meilleurs clichés. Et ensuite, donc, je me retrouve à avoir toutes les photos que j'ai rejetées. Et toutes les photos que j'ai rejetées, je viens les poser dans le répertoire ici, un sous-répertoire des rejetés. Et tu vois donc, quand je te dis que j'ai pris 1260 photos au total, eh bien j'en ai 1137 que j'ai rejetées. Généralement, je keep à peu près entre 8 et 10% des photos que j'ai prises. Ça peut te paraître pas beaucoup, mais tu vas comprendre par rapport au travail que je fais au développement des photos, chaque photo va être retouchée individuellement, passe dans Photoshop, etc. Et toute photo avec une personne va avoir un traitement de peau, etc. Donc c'est assez non pas forcément complexe, mais c'est assez lourd comme traitement. Et puis j'ai choisi en fin de compte de ne donner à mes clients que les meilleures photos de la journée. C'est pour ça qu'ils en ont à peu près une centaine généralement. Le nombre va varier, le nombre de photos que je vais livrer va dépendre principalement de plusieurs critères, à savoir par exemple la taille du mariage. Si tu as beaucoup d'invités, beaucoup de personnes à photographier, tu risques d'avoir plus de photos. Mais c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que ce mariage-là en l'occurrence, je crois qu'on était entre 18 et 24 au total, en m'incluant. C'était un mariage très intime qui s'est déroulé le 17 novembre dernier dans un château privé, pas très loin de là où j'habite. Et curieusement, entre guillemets, eh bien, j'ai pris beaucoup plus de photos, non pas globalement, mais je vais leur livrer plus de photos que la majorité des mariages que j'ai livrés cette année, par exemple, en 2023. Eux, ils vont avoir à peu près 120 photos. 120 photos, ce qui est quand même relativement beaucoup pour moi. Généralement, je dis la moyenne, c'est entre 96 et 110. Voilà, c'est là que ça oscille. Donc, je te disais, le nombre d'invités peut déterminer donc le nombre de photos que je vais rendre, mais aussi, est-ce que la réception c'est l'équivalent de ce qu'en France, je crois qu'on appelle le vin d'honneur, est-ce que ça se déroule à l'extérieur ou à l'intérieur? Si c'est à l'intérieur, je vais sûrement pas prendre de photos. Pourquoi? Parce que généralement, c'est beaucoup de monde dans une salle avec un plafond relativement bas, même s'il n'est pas bas, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de place pour les gens pour bouger. Et donc, faire ce type de photos à l'intérieur ne m'intéresse absolument pas. Créativement parlant, c'est pas intéressant. Et ils obtiennent de meilleurs résultats avec leur téléphone. Par contre, s'ils ont la possibilité d'être à l'extérieur, généralement ils créent des petits groupes, ils discutent, etc. Ça me permet de prendre des photos soit de loin, plus ou moins candides, ou bien avec leur participation. Et donc à ce moment-là, on a plus de photos. Pourquoi est-ce que ce mariage, je me retrouve à avoir 120 photos alors que j'ai très peu d'invités en fait? Ben, c'est simplement parce que le couple en question qui s'est marié, on avait un rapport très particulier et on a pu vraiment créer des choses très très intéressantes. Et puis j'ai fait beaucoup de photos lors de la préparation et puis la cérémonie aussi qui avait beau être intime, mais il y avait plein de clichés, etc. Très intéressant et une grande variété en fin de compte photos qui au final font que j'ai vraiment un plaisir j'ai eu un énorme plaisir à photographier ce mariage et donc ça se ressent dans les résultats obtenus. Voilà. Bon, voilà la logistique. Alors la photo que on va développer ensemble, eh bien ça va être cette photo de couple. Voilà, c'est mon fichier RAW et puis je vais t'expliquer donc tout ce qu'on va faire. À savoir une chose, c'est que la première étape que je fais, une fois que j'ai fait ma sélection de la photo, les images en question vont partir dans un autre programme. C'est un programme que propose DxO, ça s'appelle PureRAW. Et en l'occurrence PureRAW 3. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails de PureRAW maximum parce que j'ai prévu de faire une vidéo où je vais te parler de PureRAW, je vais te parler de Denoise de chez Topaz, je vais te parler de Sharpen de chez Topaz, Photo Studio et autres, et de voir si ça vaut toujours le coup en 2024 d'utiliser ces logiciels, etc. Et qu'est-ce que j'en pense et comment je les utilise. Donc j'ai prévu de faire ça, surtout que je vais une collaboration avec DxO et j'attends des nouvelles de leur part, etc. Mais
sache que je prends mes photos et je les envoie toujours dans DxO. Pourquoi dans DxO et dans Puro principalement? Parce que ça va me permettre en fin de compte de faire un traitement du RAW. On va dérotiser, on va obtenir le meilleur analyse du fichier RAW d'un point de vue piqué de l'image. On va aussi traiter les différentes aberrations chromatiques, la distorsion, également le vignettage. Et donc du coup je fais ça dans Puro qui me ramène ensuite dans Lightroom et j'obtiens un bon fichier de départ. Voilà. Alors on va le faire maintenant. D'habitude généralement je prends toutes les photos d'un seul répertoire et puis j'envoie ça vers Puro. Là je vais le faire avec une seule, ça ira plus vite, bien que tu vas voir que ça va quand même prendre du temps. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On fait fichier, plugin extra et on va aller dans Process Puro 3. Voilà. Dans quelques secondes, on va avoir la petite pop-up qui va se lancer. On va voir les différents paramètres justement de ce programme. Sache que ce programme Puro fonctionne en standalone, mais également en plugin comme je l'utilise ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? La technologie justement pour traiter ce fichier RAW. Au départ, on en avait 4. Enfin, au fur et à mesure que les logiciels évoluent chez DxO, ils nous proposent différentes technologies pour faire le traitement. Jusqu'à présent, on en avait 4 au choix. Là, dans la dernière version, ils en ont retiré les 2 dernières, ou du moins les 2 premières, parce qu'elles étaient vieilles et que sûrement personne ne les utilisait. J'en avais parlé d'ailleurs de Deep Prime quand j'avais fait une revue de Photolab. Je crois que c'était le 4 ou le 5, je me souviens plus exactement. Si ça t'intéresse en tout cas, parce que même si maintenant on a Photolab 6, le logiciel reste plus ou moins le même. Il a un petit peu évolué, mais il reste plus ou moins le même. Si ça t'intéresse de comprendre un peu mieux ce que propose DxO à la place de Lightroom par exemple pour traiter, je t'invite à cliquer sur ce lien ici. Et en conclusion de cette vidéo, j'avais dit que c'était un très bon logiciel, simplement il ne répondait pas à mes propres besoins. Voilà. Et j'avais certaines critiques en ce qui concerne la gestion de la netteté, etc. par rapport à ce que j'utilisais à l'époque. Il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai fait cette vidéo au niveau de la revue, c'était pas Deep Prime XD, c'était Deep Prime. Et alors, comment je suis arrivé à découvrir Puro 3 ça a commencé avec Puro 2, simplement parce qu'en 2020, j'avais un mariage. 2020 ou 2021 2021 pardon. 2022, j'avais un mariage que j'aurais pas dû faire, mais c'était mon œuvre caritative, on va dire. J'aurais pas dû faire parce qu'il y avait eu plein de choses exubérantes, catastrophiques, on va dire, avec ce mariage à tout point de vue. Et un des points de vue, c'est la luminosité. Et du coup, au moment du traitement, j'ai extrêmement galéré. Avec les outils que j'utilisais, je n'arrivais pas à obtenir un résultat satisfaisant. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir si DxO peut m'aider. Puro 2 existait à ce moment-là. C'était avec Deep Prime XD. Et quand j'ai vu les résultats, ça m'a sauvé le mariage, entre guillemets. Et du coup, j'ai acheté le logiciel. Et du coup, j'utilise pour tous mes fichiers, quels qu'ils soient. Paysage, portrait, mariage, animalier, etc. Voilà. Donc, Deep Prime XD. Ensuite, au niveau des corrections. Alors, là, c'est pour le piqué. Comme c'est du portrait, je choisis soft, qui est doux. Si c'est du paysage, je choisirai standard. Voilà. Standard pour du portrait, je trouve que c'est un petit peu trop fort sur les cheveux, sur la peau, etc. Ensuite, on va traiter le vignettage, on va traiter les aberrations chromatiques, la distorsion qu'on pourrait avoir. Et quand il va traiter les distorsions, je lui demande qu'il me garde le même aspect ratio pour l'image en sortie. Par rapport à cette image de sortie, ce fichier, je le veux en DNG, mais tu vois, on aurait pu choisir JPEG et TIFF. Et je le veux dans un sous-répertoire du répertoire initial. Et ce sous-répertoire va s'appeler DxO. Au niveau du renommage du fichier, je veux simplement lui rajouter un suffixe DxO. Ça va me permettre de distinguer, en fin de compte, le fichier de départ du fichier final. Surtout que ça a de l'importance à la fin, tu verras pourquoi. Et ensuite, on a quelque chose à voir avec les collections dans Lightroom. Alors, c'est là que j'ai découvert quelque chose la semaine dernière. C'est la toute nouvelle version de Puro 3. Et il y a quelque chose qui m'a exaspéré depuis plusieurs années, depuis que j'utilise Puro. C'est que quand on utilise Puro en tant que plugin dans Lightroom, quand le fichier revient dans Lightroom, il crée automatiquement une collection. Et ça, si tu faisais le traitement à plusieurs reprises dans la journée ou dans l'heure, il crée à chaque fois plusieurs collections. Alors, créer des collections en soi, c'est pas le problème de l'espace disque parce que ça prend pas de place. C'est simplement d'un point de vue organisationnel. Et je n'avais aucun besoin d'avoir ces collections-là.
D'autant plus que l'autre problème, c'était que quand j'envoyais 20, 30, 40, 50 fichiers vers Puro, ça prend du temps à traiter. Et donc pendant ce temps-là, eh bien, je fais autre chose dans Lightroom. Et quand il avait terminé le traitement et qu'il me créait cette collection, en fait, ça lui était égal l'action que j'étais en train de faire dans Lightroom. Il me changeait la vue et il m'envoyait directement sur la collection. Donc c'était assez exaspérant. Et à chaque fois, j'étais obligé de supprimer ces collections. C'était du nettoyage en plus à faire. Et donc j'avais dit à DxO, j'aimerais bien que vous offriez une option pour ne pas avoir cette collection qui est créée à chaque fois. Ils m'ont dit oui, on comprend, on va essayer de faire quelque chose, etc. Et comme je ne voyais rien arriver, je me suis dit si ça se trouve c'est un effet de bord d'utiliser un plugin et pour pouvoir avoir Lightroom qui se met à jour avec le fichier, eh bien c'est un effet de bord de l'API. L'API c'est le moyen de communication, c'est l'interface entre un logiciel et un logiciel tiers. Et je me suis dit si ça se trouve c'est un effet de bord. Mais la semaine dernière, je me suis aperçu que dans la liste là, des collections, donc on peut trouver toutes les collections que j'ai, on peut choisir collection actuelle, current collection en anglais. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je choisis ça? Parce que mon image là que j'envoie, elle n'est pas dans une collection. Et bien, à ma grande surprise, eh bien, il ne crée pas de collection quand on fait ça. Alors, ce qui est curieux, parce qu'ils n'ont pas indiqué ça dans les release notes, dans les notes qui viennent avec la nouvelle version. Donc, c'est un heureux bonheur, une heureuse découverte que j'ai faite là. Donc, petite astuce, si tu utilises Puro et que toi aussi ça t'énerve d'avoir ces collections, ben, sache que tu peux utiliser ça. Voilà. Et après, on n'a pas d'export particulier. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et donc, ça va envoyer. On va savoir à peu près combien de temps ça prend. C'est à peu près 30 secondes, là, 24, 30 secondes pour mon fichier. Sache que le temps de traitement ici va varier en fonction du fichier que tu lui envoies. Et là, c'est un fichier assez gros. Quand je dis assez gros, un des plus gros qu'on pourrait avoir, puisqu'il fait 102 mégapixels. Alors, j'aurai l'occasion de te faire une vidéo très prochainement sur l'appareil photo que j'ai utilisé pour faire cette photo-là. C'est un nouvel appareil photo que j'utilise, aussi bien pour le paysage, mais ça s'avérait qu'à toute... J'étais le premier surpris, je l'utilise aussi pour le portrait et pour maintenant les mariages. Donc j'aurai l'occasion de t'en parler, mais tout ça pour dire que ça prend 30 secondes pour gérer le traitement d'une image, parce que celui-là, 102 mégapixels, c'est lourd. Si tu as un appareil qui fait 24 mégapixels, fais-moi confiance que c'est beaucoup plus rapide. Mais tu comprends maintenant pourquoi j'ai tendance à sélectionner plein d'images et envoyer ça dans Puro, et puis je vais boire un coup, manger quelque chose, et ou bien quand je parle beaucoup, j'ai soif bien entendu. Donc là, il me l'a fait. Il m'a créé le sous-dossier, on le voit ici, et voici mon image. Alors, si on sélectionne les deux photos, voilà, et qu'on les compare, hop, si je prenais la bonne image, voilà. Alors, et je vais inverser l'ordre, tant qu'à faire. À gauche, on a le RAW. À droite, on a le DNG sorti de Puro. Tu t'aperçois déjà qu'il y a une différence de luminosité. Pourquoi? Tout simplement parce que le DNG obtenu, il a été le résultat d'une dérotisation faite par Puro, et donc c'est une interprétation des informations qui sont dans le fichier. Et donc c'est pour ça que c'est pas toujours la même chose qu'on va obtenir par rapport à ce qu'aurait Lightroom. Là, c'est exactement le même principe que si tu prends un fichier RAW, tu l'ouvres dans Lightroom, tu prends ce même fichier RAW, tu l'ouvres dans Photolab de DxO, ou bien tu l'ouvres dans, je sais pas, l'autre programme de Phase One, le nom d'un seul coup m'échappe maintenant, mais tu l'ouvrerais dans un autre logiciel, Affinity, en One et autres, eh bien tu vas t'apercevoir que l'apparence, le rendu de l'image n'est pas forcément le même. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand on va zoomer dedans. Je ne sais pas à quel point on va le voir dans la vidéo ici, mais tu devrais pouvoir voir que le traitement au niveau de l'image, il y avait quand même un petit peu de bruit malgré les exifs. Hein. Tu vois ISO 320, donc 1/50 de seconde, f4 ISO 320, 20 mm, mais sache que 20 mm en équivalence plein format, ça serait un 16 mm. Voilà. Mais si j'augmente, je peux le faire. Si on passe au lieu de 200%, je passe à 400 par exemple. Tu peux voir à quel point on avait un petit peu de grain ici, on l'a sur le bras. On avait aussi, alors c'est pas que du grain, je pense qu'il y avait aussi de la comment ça s'appelle,
la chair de poule avec le vent qu'on pouvait avoir et puis la température. C'était le 17 novembre, je le rappelle, en fin de journée, aux alentours de 4 heures de l'après-midi. Donc il y a un peu de chair de poule, mais en tout cas le fichier est quand même beaucoup plus propre. Tu le vois, alors c'est vrai qu'il a tendance un petit peu à lisser ici parce qu'il confond le tulle avec du bruit. C'est pas du tout un souci en ce qui me concerne ici. En tout cas, on va gagner en netteté, hein, si tu regardes, et en clarté, je dirais. Quand on regarde les fleurs ici, tu vois qu'on voit un peu plus de détails dans le dessin que l'on a là. On a plus aussi de détails dans la texture du kilt. Et puis, on va le retrouver aussi sur la veste en tweed. On voit un peu plus de détails. Voilà. Donc, je suis satisfait du traitement. Maintenant, il suffit de prendre ce fichier-là et on va aller dans le module de développement. Alors, dans le module de développement, la première chose que je vais faire ici, ça va être... Ou non, je vais le faire après. La première chose, c'est qu'on pourrait se demander qu'est-ce que je veux obtenir comme look. Alors là, tu remarqueras que j'ai une balance des blancs qui est relativement froide et c'est choisi exprès. Je voulais partir sur ce style-là, sur cette ambiance-là. Et d'ailleurs, quand on regarde les paramètres, tu vas voir que j'ai une balance des blancs à 4750. Voilà, ce qui est relativement froid ici. Et pour le traitement, eh bien, il y a une chose que je pourrais te dire. C'est que si tu suis cette chaîne depuis un bout de temps, tu as dû remarquer que contrairement à beaucoup d'autres photographes qui sont sur YouTube, je ne vends pas, je n'ai jamais vendu de presets, de paramètres prédéfinis. Pourquoi? Parce que honnêtement, je trouve que c'est appelons un chat, j'appelle ça une arnaque, les presets. Ça ne veut pas dire que je suis contre les presets. J'en utilise, j'en crée, mais j'ai toujours trouvé que c'était une arnaque parce que très souvent, on a ces photographes qui vont te dire « Tiens, regarde, voilà, j'ai mon dernier preset, c'est génial, regarde, j'ai cette photo, je clique, boum, regarde la photo, elle est parfaite. Ah, tu veux un autre style? Pop, je clique sur ça, hop, la photo, regarde l'autre style qu'elle a. » Et tu serais tenté de croire que tu vas acheter son preset à cette personne et tu vas appliquer ça à tes photos et ça va fonctionner pareil. Et la réalité, c'est que dans la majorité des cas, ça ne va pas fonctionner pareil. Et la raison est très simple. Déjà, tu n'as pas forcément le même matériel, appareil photo, objectif, que cette personne-là. Et puis, tu ne vas pas forcément photographier les mêmes sujets, tu ne vas pas forcément photographier de la même façon. On a tous plus ou moins un choix à faire en ce qui concerne le niveau d'exposition de nos photos. Et certains photographes, on va avoir tendance à choisir de sous-exposer, d'autres vont surexposer. Donc, rien que ces différents choix vont faire, et contexte aussi de l'image, vont faire que le résultat va changer. Pour ce photographe, ces presets vont fonctionner sûrement très bien parce qu'il photographie toujours de la même façon, il a son propre style. Appliquer ça à toi, c'est pas garanti. Et donc l'idée de vendre quelque chose et de mentir sur des soi-disant résultats garantis, ça m'a toujours gêné. Cela dit, ça a changé il y a à peu près 2 ans de ça. Il y a une société qui s'appelle Develop, DVLOP, qui a créé un partenariat avec Pai Jirsa. Pai Jirsa, si ça ne te dit rien, c'est le fondateur d'une société de photographie, principalement de mariage basée à Los Angeles, mais aussi le fondateur de SLR Lounge, qui est au départ qui était une chaîne YouTube, mais qui a été une plateforme aussi d'éducation. Vraiment, vraiment très, très bien. Et ils ont créé toute une série, en fin de compte, de presets, mais le concept était assez révolutionnaire, dans le sens où ils créent des packs. Un pack, c'est en fait, te définit un style. Tu vas vouloir des photos de type pastel, tu vas vouloir des photos de type assez moody, tu sais, un peu sombre, un peu cinématique. Tu vas avoir quelque chose d'un peu plus neutre, tu vas avoir quelque chose d'un peu plus ensoleillé. Donc ça va être des packs. Et à l'intérieur de ces packs-là, tu vas avoir des presets. Et ces presets vont correspondre au contexte de luminosité lorsque tu as pris la photo. C'est-à-dire que tu prends une photo avec une lumière douce, tu as un preset qui va te générer ce style du pack, mais pour cette luminosité de lumière douce. Si tu as de la lumière dure, tu cliques dessus. Donc imagine, tu fais une scène où d'un seul coup tu as de la lumière douce et ensuite tu as une scène avec la lumière dure, mais tu veux faire une suite de photos qui soit coordonnée, harmonieuse, grâce à ça, tu vas avoir le même résultat quelle que soit la luminosité, le contexte de luminosité. Or, si tu appliquais un même preset
malgré que les conditions de luminosité changent, eh bien ton résultat serait affecté et tu n'aurais pas cette homogénéité. Tu aurais les teintes de couleurs qui vont changer, etc. etc. Donc le concept est vraiment très très intéressant et j'ai investi dans leur premier pack et puis après j'ai tout leur pack. Voilà, j'ai tout leur pack, ça ne veut pas dire que je les utilise tous, mais il y en a que j'utilise énormément. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. Alors je ne te fais pas de la pub pour eux spécialement, mais c'est simplement que c'est un produit que j'aime beaucoup, qui me fait sauver énormément de temps. Et tu trouveras les détails dans l'article blog qui accompagne cette vidéo. Voilà. Et donc, c'est ce que j'utilise. Alors, je ne vais pas te mentir à dire ah, je crée mon propre preset et voilà ce que j'ai. Non, je n'ai pas créé le propre preset, mais leur preset me plaît. Donc, dans ce cas-là, eh bien, je suis parti sur le pack pur. Le pack pur, l'idée, c'est en fait d'avoir un résultat d'une image qui ressemble beaucoup à ce que tu vois avec l'appareil photo quand tu prends la photo. Mais tu t'aperçois qu'après, si tu essaies de régler la luminosité, le contraste, etc., pour garder quand même cet univers, tu t'aperçois que tu vas changer des tonalités, tu vas changer des choses. Ce preset-là t'aide en fait à avoir quelque chose d'un peu plus neutre. Donc là, j'avais déjà une scène qui est presque propre comme ça, j'aurais presque à monter simplement des curseurs de luminosité, de contraste et autres, et la photo serait terminée. Donc ce preset-là va aider. C'est le plus neutre de tout ce que j'ai. Quand on regarde la luminosité de cette scène, c'était une lumière douce ici, on le voit de par les ombres, etc. Mais en fin de compte, ce que je vais choisir, c'est je vais partir sur du HDR. Donc tu vois, là on est en lumière douce, si je passais en lumière dure, il n'y a pas vraiment grand-chose qui changerait ici, mais en HDR, regarde ce qui va se passer, je vais gagner en luminosité. Donc tu vois, si je sors entre ça et ça, il n'y a pas grand-chose, mais on a joué un petit peu sur les couleurs, on a un style particulier et on a une ambiance. Voilà. Donc je vais partir là-dessus. Tu remarqueras aussi que quand je passe dessus comme ça, la photo semble changer. La raison pour laquelle on a ça, c'est parce que si je regarde ici dans les détails, tu t'aperçois qu'au sortir de DxO, Puro, il a désactivé, il a mis à 0, si tu veux, la netteté et la gestion de la luminance. C'est normal puisque ça, j'avais traité ça par Puro. Quand on est ici dans la correction des lentilles, il faudrait que je désactive ça puisque j'ai déjà traité la distorsion. Donc là, si je le laisse, ça serait en fin de compte faire une correction par rapport basé sur un profil de l'objectif. Or, le résultat affiché n'est pas le résultat de l'objectif, mais le résultat d'une correction déjà appliquée par rapport à l'objectif. Donc, ça serait une double correction, ça serait inutile. Et dans les presets, j'ai déjà paramétré les presets pour qu'ils anéantissent en fin de compte tout ce qu'il y a dans le panneau détail et tout ce qu'il y a dans le panneau des corrections. C'est pour ça que quand je passe dessus, là, tu as un aperçu où déjà cet effet-là est annulé. Donc, je vais cliquer là. Et tu t'aperçois que la correction de la lentille est désactivée et détail, tout ça c'est à 0 également. Donc voilà qui est fait. L'autre étape, ça va être de recadrer. Pourquoi recadrer? Déjà parce que tu as vu, c'est pas très droit. J'étais pas avec un trépied. Et puis j'ai envie de monter un peu mon sujet, de les remonter un peu plus haut pour qu'il domine un peu plus. Voilà. Donc comment on va faire? On lance ça. Alors on va voir s'il peut me le faire. D'office, c'est pas si mal que ça. Je vais changer le masque dessus pour vérifier. C'est pas si mal, mais je m'aperçois que ici c'est quand même un peu plus long. Donc, ce que je vais faire, voilà, là, ça me paraît être mieux. Et puis, je te disais, je vais les remonter un petit peu. Alors, pour les remonter un petit peu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement baisser le haut. Alors, avant de baisser le haut, j'ai pas non plus envie de perdre à droite et à gauche. Je vais quand même désactiver, déverrouiller le cadenas. Voilà, et puis je vais descendre un petit peu, voilà. Et ça, tu vois, c'est pas grand chose, mais je pense que ça le fait bien, là, voilà, comme ça. Là, puis sur Entrée. Donc voilà qui est fait. Maintenant, ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien avoir du vignettage. Alors tu vas me dire, mais c'est un peu paradoxal, tu as traité le vignettage dans Puro où il retirait le vignettage. Oui, c'est vrai. Mais bon, de retirer le vignettage de l'objectif, c'est une chose. Après, de vouloir en injecter et d'être un peu plus maître, non seulement de la densité de ce vignettage, mais son placement, c'est quelque chose d'important. Là, le sujet, il est au centre. Donc, c'est vrai que je pourrais très bien utiliser le vignettage dans Lightroom, celui qui est automatique. À savoir d'ailleurs qu'il est déjà appliqué, parce que le preset en a appliqué. Quand on va dans Effet, tu vas t'apercevoir qu'il l'a appliqué ici, un petit peu à -10, voilà. Alors, regarde, si je désactive, tu vois ce que ça fait, voilà. Donc, on en a un petit peu.
mais j'aimerais bien renforcer un petit peu la donne. D'ailleurs, avant de renforcer, je vais te montrer ce que fait le preset ici, en l'occurrence. Si on vient ici dans Color Grading, on va s'apercevoir qu'il a appliqué... C'est extrêmement léger ce qu'il a fait ici. Dans le Color Mixer, il a fait un petit peu, un peu plus, tu vois. Voilà. Il a fait différentes choses au niveau des couleurs. Au niveau de la saturation, tu vois qu'il a désaturé quand même la totalité des tons, pas à fond, mais il a désaturé. Au niveau de la teinte, il a réduit un peu les couleurs chaudes, telles que le rouge, le orange, le jaune. Il a augmenté le vert et la couleur eau. À quoi? Il a baissé le bleu et il a augmenté le violet. Voilà. Et le magenta, il n'y a pas touché. Au niveau de luminance, tu vois qu'on a simplement baissé un petit peu le rouge. Et puis ensuite, on a baissé un petit peu l'orange et tout le reste, on l'a augmenté un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est pour le mélange des couleurs. Au niveau de la courbe, tu as vu qu'on a une courbe habituelle de contraste. On remonte un poil le noir et on baisse un petit peu le haut. Donc cette fameuse courbe en forme S de contraste. Tu vas voir que si je fais ça, tu vois que c'est un peu plus plat, voilà, au départ. Et là, on a gagné en contraste en faisant ça. Et ensuite, on a donc les paramètres de base. Tu vois qu'on n'a pas changé la balance des blancs. Hein, c'est exactement la même chose, que ce soit la température ou la teinte. L'exposition, on n'a pas changé. Le contraste, on n'a pas changé, mais on a joué sur les hautes lumières, les ombres, les blancs qu'on a baissés, les noirs qu'on a augmentés. La texture, on a baissé ça. On a augmenté la clarté, justement. En plus, ça tombe bien avec les rochers que l'on a là. On a également fait un anti-voile un petit peu ici pour gagner en contraste. Et au niveau de la vibrance, on a augmenté un peu la vibrance, mais on a laissé la saturation à 0. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a au niveau de ce preset-là. Et on a également au niveau de l'étalonnage ici, il y a certains paramètres qui ont été appliqués. Tu vois, si je le décoche, c'est un peu plus chaud. C'est très très léger. Je pense que tu ne le vois pas toi dans la vidéo à quel point c'est extrêmement léger tout ça. Mais tout ça, ça a de l'importance parce que si je venais à augmenter la luminosité ou à augmenter, oui, principalement la luminosité, eh bien, on n'aurait pas de variante de couleur. Tout ça, ça a été géré correctement. Alors, je ne le ferai pas au niveau de l'exposition ici. Je le ferai au niveau du preset lui-même en haut ici. Voilà, donc tout ça c'est bien calculé de cette façon-là. Ils sont vraiment très bien faits ces presets. Donc si on revient à l'idée de créer un vignettage, comment je vais me faire? Eh bien, avec un filtre radial, ce que l'on appelle maintenant un masque radial, je vais créer un preset tout simplement, vignetting. Ici, je clique dessus, ça me le fait. Je vais aller ici, on va le retrouver et je vais pouvoir le repositionner. Voilà, je vais le repositionner un petit peu plus haut. Je vais peut-être aussi baisser l'exposition un petit peu. Par défaut, je fais à 0,40, mais là, voilà, je le baisse un petit peu. On pourrait jouer avec le contour progressif, histoire de le fermer davantage. Voilà, mais là, ça me plaît. Si tu te demandes pourquoi j'utilise pas la souris sur les curseurs, tout simplement parce que j'utilise ma console, la Loupedeck CT. J'avais fait une vidéo sur ce sujet, si tu veux en savoir plus. C'est un outil que j'utilise à chaque fois que je travaille mes photos. C'est absolument génial. C'est là. Que j'utilise ça dans Lightroom, dans Photoshop et même pour éditer des vidéos. Donc voilà pour cette photo que je trouve déjà très bien. Et l'autre tâche maintenant va consister à faire ressortir notre sujet, nos éléments. Comment on va faire ça? Je pourrais le faire avec des presets que j'ai là. Mais là, honnêtement, oui, si je vais le faire avec le preset, tout simplement pour gagner un petit peu en netteté. C'est un autre pack que j'avais acheté, mais je pourrais très bien le faire là. C'est simplement que ça va plus vite. Je vais lancer ça. Ça va me créer en fin de compte un calque. Ici, tu vas le trouver, enfin plusieurs calques d'ailleurs, qui vont m'augmenter la netteté sur le sujet, qui vont améliorer, par exemple, la netteté ici. Si je passe à 200%, je ne vais pas passer à 400. Si je passe à 200, tu devrais le voir. Tu vois, ça ressort davantage ici pour améliorer sur les vêtements. Quand on clique dessus, on a bien sûr les détails. Donc là, on a simplement remonté les blancs. Et puis, on a aussi joué sur la clarté. Voilà. Donc, ça me crée tous ces
Tout ça, les dents, bon, on n'en a pas. Les lèvres, elles sont déjà occupées, elles sont prises. Les cheveux, ça aide à faire ressortir un petit peu les cheveux, tu vois, au niveau des tonalités. Je pense qu'au niveau des cheveux, ça va être remonter les parties lumineuses. Regardons ça. Si je remonte, effectivement, tu vois, les hautes lumières, on les remonte. Le blanc, on les redescend. Et puis, les ombres, on les monte un petit peu. Donc, voilà, ça m'a créé tout ça. Mais c'est pas assez. C'est pas assez à mon goût. Il va falloir faire remonter un poil tout ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je crée un nouveau masque et je vais faire sujet. Voilà. Et là, je vais simplement, une fois qu'il l'a fait, m'assurer que c'est bien propre tout ça. Et quand on regarde, on va s'apercevoir que c'est pas tout à fait propre. Et je vais te donner une petite astuce comme ça. Voilà, gratuite en passant. C'est que quand tu regardes, eh bien, c'est pas forcément parfait autour. Le contour va déborder un petit peu. Pourquoi Lightroom fait ça? Il fait ça pour éviter d'avoir des transitions un petit peu trop sèches. Seulement, en ce qui me concerne ici, je veux une transition sèche parce que ben, mon arrière-plan, il n'est pas au même niveau que mon sujet. Donc, comment on peut faire ça? Ben, on pourrait se dire, eh bien, et si je soustrayais l'arrière-plan? Ben non, on va faire quelque chose de complètement illogique, mais ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on a sélectionné un masque qui est un sujet, je vais soustraire et je vais soustraire le sujet. Ça paraît débile de faire ça, mais regarde ce qui se passe. Regarde le contour maintenant que l'on a, tout autour. Et maintenant que j'ai ça, eh bien, je vais simplement inverser. Et en faisant ça, ben, je vais me retrouver maintenant à avoir un contour beaucoup plus propre. Voilà. Vraiment, vraiment très propre tout autour. Tu vois qu'on ne déborde plus sur le rocher. Donc voilà qui est fait. Et ce que je voulais faire, eh bien, c'était augmenter la luminosité. Donc on va simplement augmenter l'exposition là-dessus. Alors, je vais déplacer mon curseur pour le mettre sur le côté pour pas qu'on ait les petites épingles. Et puis voilà, j'augmente la luminosité, ce qui me paraît bien comme ça. Je vais augmenter les ombres aussi. Ça va faire ressortir un petit peu son visage à lui et puis son costume dans les ombres. Voilà. Et là, je trouve que c'est pas mal. Maintenant que j'ai ça, c'est vrai que j'aimerais peut-être assombrir davantage mon vignettage. Donc, je reclique sur le vignettage et je vais assombrir un petit peu plus. Ça, voire même le fermer et voilà, le descendre. Et je vais le repositionner un petit peu plus haut. Voilà. Ça me paraît pas mal comme point de départ. Donc, quand on voit ça par rapport à ce qu'on avait au départ, je reviens en arrière pour te montrer. Voilà ce qu'on avait. Et on est arrivé à ça. Ce qui est quand même pas mal du tout. Je suis assez content du résultat. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette photo et on va aller dans Lightroom, dans Photoshop. Donc, je vais sauvegarder ce fichier et je lance dans Photoshop. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans Photoshop? Eh bien, je vais faire du nettoyage principalement, peut-être un traitement de peau. Et puis, ensuite, on reviendra dans Lightroom pour faire les derniers traitements. Alors, sache une chose d'ailleurs, puisqu'on parle de Photoshop et puis je vais utiliser certains outils là qui sont assez intéressants. Sache que j'ai une formation, elle n'est pas nouvelle, hein, j'ai une formation de Photoshop vraiment destinée aux photographes. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans Photoshop. C'est une usine à gaz, ça a été une usine à gaz depuis un bon nombre d'années maintenant. Mais en fin de compte, en tant que photographe, on n'a pas besoin de la moitié de tout ce que peut faire Photoshop. On en a besoin d'une petite partie et j'ai absolument tout couvert dans cette formation. Non seulement j'ai tout couvert, la formation est sortie en 2022, mais j'ai également, pas 2022, 2021, mais j'ai également mis à jour cette formation. Voilà, j'ai mis la mise à jour la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, toutes les nouveautés qui ont été introduites dans Photoshop 2023 et dans Photoshop 2024 figurent dans la formation. C'est le guide pratique de Photoshop pour les photographes. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir le lien et lire les commentaires qu'ont fait les élèves qui ont pris cette formation. Voilà. Alors, de retour dans Photoshop, la première étape, déjà, ça va être d'allumer ma tablette. Je fais tous les traitements en utilisant une tablette graphique de chez Wacom. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut faire un traitement vraiment le plus propre possible qu'avec un stylet. Je me fous de savoir quelle souris tu utilises. Elle doit être extrêmement moderne. La position du doigt, la dextérité qu'on peut avoir avec le poignet fait qu'on ne peut pas avoir des résultats aussi propres qu'avec un stylet. Donc c'est pour ça que j'utilise ça. C'est un peu compliqué dans Lightroom, mais même j'utilise le stylet dans Lightroom quand j'utilise des brosses. Là, la première étape, ça va être de créer un nouveau calque
pour pouvoir faire du nettoyage. Voilà, ça permet de travailler de façon non destructive. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'outil de suppression, ce nouvel outil dans Photoshop qui est absolument fabuleux. Et puis, je vais retirer certains points qui attirent le regard. Donc, on va agrandir la brosse. Là, tu vois que j'ai un coquillage qui est ici, là qui attire mon regard, ça qui attire le regard. J'ai ici, ça attire un petit peu, ça qui attire, ça, ici, là. J'ai ce rocher qui est ici, que j'ai trouvé qui attirait le regard. Et ensuite, il y avait voilà, cette partie-là sur le côté qui attirait également le regard. Et je crois que, en gros, c'était tout avant de m'attaquer au sujet. Alors là, ici, il y a un truc, on dirait que c'est un prolongement de la robe. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la robe pour voir s'il n'y a pas des taches à supprimer. Donc, je zoome dedans et je me déplace. Alors, qu'est-ce que je remarque? Il y a des choses au niveau du tulle ici. C'est pas très propre, mais c'est parce que je pense qu'il y a le traitement de Puro qui ne savait pas trop quoi faire avec ce tulle. Sache que je suis quand même à 300% hein, de zoom. Voilà, je suis à 300%. Donc si tu te dis, ah, c'est grossier, non, c'est 300% quand même. Donc personne ne regardera à ce niveau-là. Voilà. Donc juste ça, même si c'est flou ici, c'est vrai que je pourrais prendre, et je vais le faire, prendre avec le tampon, voilà, et puis passer ici, tu vois, ça peut être un petit peu plus propre, mais on va finir en fait par avoir des auréoles, donc ça n'a pas d'intérêt. Là, ici, on a de la boue, en fait, c'est quand on a commencé notre séance de photos des mariés dans une forêt avant d'aller sur la plage, et donc du coup, elle a eu de la boue dans la robe. Il y a un petit point ici. On continue là, qu'est-ce que je remarque? Sur le bras, voilà, il y a un... Hop, ça. Très bien, on continue. Ici, il y a une mèche de cheveux que je trouve qui attire le regard. Donc, hop, je vais la retirer. Il y a un point blanc là qui attire le regard. Voilà. Ça. Si tu te demandes quels sont les cheveux que je traite, en fait, c'est les cheveux qui vont dans le contresens de la coupe. Alors, elle n'a pas une coupe, mais bon, le dressage de ces... je ne sais pas si on dit le dressage en français. En anglais, on dit dress. Hair dress, mais voilà. Là, il y a cette mèche-là. J'aimerais bien la supprimer. Donc, hop. Et vraiment, c'est un outil que j'adore. C'est vraiment super comme outil qui fait des choses très, très propres et super rapides par rapport à ce qu'on aurait dû faire avant. Ici, il y a une ombre. Donc, je vais la gérer ici. Voilà, hop, qui est faite. Donc, cette petite mèche ici. Voilà, c'est quand même relativement propre ça. On a là ça. Voilà, donc ça me paraît bien. Et maintenant, je vais gérer les cheveux qui sont autour. Je vais en profiter. Tiens, hop, ça, voilà. Ça me paraît bien. Allez, celle-là. Ok, donc il y a ces cheveux qui sont au-dessus. Avant, c'est quelque chose que je faisais avec le tampon. Maintenant, je t'avouerai qu'avec cet outil, c'est assez remarquable ce qu'on peut faire. Hop. Là, il y a cette petite boucle, je ne la veux pas. Ok, donc c'est relativement propre, je trouve, ou même très propre, on va dire. Faire ça, très bien. Ici, j'ai cette, voilà, ici, ça. Là, on a ça. On a ça. Je descends. Tiens, il y a ici celui-là. Cette mèche, il y a des choses ici, voilà, hop, hop. Ça, donc ça me paraît plutôt bien, il y avait un point à cet endroit-là. Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que je veux faire quelque chose ici et c'est pas dit. Donc, ce que je vais faire, je vais tester. Et si j'aime pas, eh ben, je reviendrai en arrière, voilà. Je vais voir si je peux, si ça serait trop. C'est sûrement trop, mais je veux voir ce que ça fait.
Ben, c'est pas mal du tout. Donc, je vais simplement gérer celui-là. Tu vois, ça fait quand même relativement naturel. Ici, on va voir, est-ce que... C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Ça, celui-là, essayer de le remplir, voilà. Faire quelque chose. Ça. Et puis, il y a celui-là. Alors, il ne veut pas me le faire ici. Donc, du coup, je vais utiliser le tampon, là. On va faire le tampon. Des fois, j'utilise un autre outil. On va avoir l'occasion peut-être de l'utiliser, qui est le remplissage génératif. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser aussi pour les cheveux, parce que ça permet de faire des choses très propres. Voilà. Alors, celui-là, je crois que je vais le faire carrément sauter. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, j'ai les coiffeurs qui me contactent après coup, qui me disent hey, Tom, est-ce que tu pourrais me passer des photos de la mariée avec sa coupe de cheveux, etc. Et très souvent, je me dis, en fonction du travail qu'ils ont fait, j'ai envie de leur dire, c'est quelle coupe que vous voulez? C'est la coupe que vous avez faite ou c'est la coupe que j'ai faite après au développement? Parce qu'on a toujours tellement de vent en Écosse qu'on se retrouve je me retrouve à retoucher certaines coupes de cheveux et des fois c'est assez important parce que comment ça s'appelle, enfin quand je dis important, c'est assez, le travail que j'ai fait est assez énorme dedans, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas utiliser beaucoup de spray, beaucoup de bombes et au final, eh ben, on sort et au bout de 5 minutes, les cheveux sont complètement ébouriffés et je suis obligé de traiter. Donc c'est assez énorme comme travail, quoi. Donc des fois je trouve ça un peu, je trouve ça un peu comique, quoi, de me demander ça comme si la coupe de cheveux qu'ils avaient faite, c'était celle qu'on avait vue la majorité de la journée. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Je t'avoue que j'ai un doute par rapport à ça. Ce que j'aime bien faire, c'est, tu vois, par rapport avant-après. Voilà, je te rappelle, là, je suis à 72%, tu as vu, donc là, la taille de l'image, c'est assez énorme. Mais je trouve que c'est quand même très propre. J'ai juste un doute sur cette partie-là, ici. Et là, je pourrais utiliser l'outil de liquéfaction, mais je ne vais peut-être pas le faire. Voilà. Ça, hop. Ah, il continue, il n'arrête pas de me faire il arrête pas de me faire de me prendre ça à des endroits qui sont un petit peu trop contrastés. Donc, j'ai pas envie de le faire. Je vais faire comme ça. Voilà. Ça, et je reviens sur l'outil. Voilà. Bon, ça ira. Je vais reprendre le tampon un petit peu. Voilà. Hop, histoire de le gérer comme ça. Puis je vais même, allez, je vais même revenir jusqu'à la boucle. Ok. Donc voilà pour ça. Ça me paraît propre, un peu moins brouillon que ce qu'on avait avant. Maintenant qu'on a fait ça, ce que je me suis aperçu, c'est que cette vague ici, je suis pas certain de la façon dont la vague apparaît ici. Je trouve c'est un peu brutal. J'aime bien le blanc de la vague, mais j'aime pas forcément cette partie-là. Je pourrais l'éclaircir, mais je me suis dit tiens, et si on essayait d'utiliser justement le remplissage génératif. Donc je vais prendre le lasso et puis je vais sélectionner cette zone. Donc je vais la faire partir de là, hop, comme ça. On va prendre un petit peu de l'eau. Enfin du blanc, je veux dire, on va aller là, voilà, ça. Et puis je suis curieux de savoir ce que me propose Photoshop. Je ne vais pas lui donner d'instructions. Pareil, hein, si tu veux savoir comment utiliser ces outils, tout ça, c'était expliqué en détail, en profondeur, dans la formation dont je parlais tout à l'heure, le guide pratique de Photoshop pour les photographes.
Donc on attend quelques secondes, on va voir ce qu'il va nous proposer. Il va nous faire 3 propositions. Et là déjà la première, eh bien, je la trouve vraiment bien, tu vois. Si on compare par rapport à ce qu'on avait avant, tu vois que c'est quand même un peu mieux, ça se marie bien avec le reste. La deuxième proposition qu'il nous fait, c'est pas mal, mais du coup je me retrouve à avoir quelque chose qui attire le regard à cet endroit-là. Et là, c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. Là, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il nous a fait. Donc, ça serait entre la première et la deuxième. Je t'avoue que j'aime bien celle-là. Ça fait continuer le blanc un peu plus par rapport à celle-là où c'est un peu abrupt. Donc, je vais prendre la première. Voilà. Donc, je suis satisfait avec ça. La prochaine étape, normalement, ça serait... alors, je m'aperçois que... Oui, j'ai quelque chose qui attire mon regard. Je vais réutiliser ici. Tu vois, l'intérêt de travailler avec le calque, ici, c'était simplement ce point-là. Voilà. C'est rien, c'est naturel, c'est de la mousse, mais ça a attiré mon regard. Voilà, ça me semble bien maintenant. On pourrait se demander... Ah, si, je vais quand même le retirer, cette partie-là. J'avais un doute, mais voilà, ça ici. C'est vraiment subjectif, là. Hein. Honnêtement, c'est chacun voit midi à sa porte. Donc, voilà qui est fait. Maintenant que j'ai ça, je vais m'intéresser à la peau. Alors, j'ai différents traitements pour la peau. J'ai un traitement qui va me permettre de gérer s'il y avait du brillant sur la peau. Tu sais, par exemple, quand les gens transpirent, etc., avec le flash ou autre, ou le soleil, ça fait des zones brillantes. J'ai un plugin qui me gère ça. J'ai quelque chose qui va me nettoyer aussi la peau. J'ai quelque chose qui va me traiter la teinte de la peau. Je ne vais pas utiliser la teinte de la peau ici d'un point de vue colorimétrique, tout simplement parce que je n'ai pas envie qu'il essaie de me corriger la teinte de la peau. J'ai un univers assez particulier, j'ai une ambiance particulière ici, j'ai pas envie qu'il me gère la couleur de la peau ici, essayer de dire tiens non, je la voudrais un peu plus rosâtre ou un peu plus rouge. Par contre, j'ai du Dodge and Burn qui va normalement traiter les ombres, etc. Mais ici, je pense pas qu'il fasse grand chose. Je regarde, peut-être dans le cou ici, peut-être dans le cou, peut-être ici. Donc je vais le lancer. Donc pour ça, je vais créer un calque qui va être basé sur tout ce qu'il y avait en dessous. Et puis je vais le lancer. Voilà. Je vais lancer ça. Ça va prendre quelques secondes. C'est bâti sur un plugin qui est proposé par Retouche for Me. Tu le vois affiché au panneau. Le plugin en question, c'est le Dodge and Burn. Mais moi, j'ai créé une action qui utilise ça ou qui me crée en fin de compte un calque qui va lancer le plugin, qui lui applique une certaine puissance. Et ensuite, il me transforme mon calque en un calque de gris, ce qui me permet en fin de compte d'utiliser le rendu de lumière douce pour donner l'effet uniquement sur certaines zones. Donc là, si on regarde avant-après, tu vois effectivement sur le coup, il m'a géré quelque chose légèrement au niveau des aisselles, mais principalement, c'est la seule chose que je vois. D'ailleurs, si je fais ça, on le voit un peu sur la robe, sur certaines parties, effectivement. Il me l'a fait peut-être un peu partout, mais on ne le voit pas spécialement comme ça. Je ne le vois pas, c'est pas flagrant sur la totalité. On pourrait se demander si je fais un traitement de peau en plus. Ça m'a l'air assez bien la peau à ce niveau-là. Mais ce que je vais faire, je vais quand même voir si ça vaudrait le coup. Donc je crée un calque par-dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un plugin que j'ai. J'en avais déjà parlé, c'est Portraiture 4. Et je vais voir ce qu'il va me proposer ici. Donc là, je vois pas l'image. Il me l'affiche pas, il détecte pas. Hop. Et je vais simplement lui dire d'où est-ce que je veux le traitement de peau. Alors, on, prendre ça. Par contre, il me montre le masque. J'ai pas envie d'avoir le masque blanc. Voilà, le prendre ici. Mais c'est pas dit, ou même là. Et c'est pas dit qu'il me fasse quoi que ce soit ou du moins quelque chose d'intéressant. Donc je vais regarder ce qui me génère. Et si je trouve que ça apporte rien, je vais désactiver ce calque-là. Voilà. Ça adoucit un petit peu sur certaines parties. Ça me traite un peu la peau. C'est pas si mal que ça en fin de compte. Donc je vais le garder. Je vérifie qu'il ne me génère rien au niveau du tweed. Mais comme c'est pas la même tonalité, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai terminé avec Photoshop. Ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir mon fichier. Parce que tu imagines garder mon fichier tel qu'il est là, avec tous les calques, ça va être du lourd. Donc je vais aplatir tout ça. Voilà. Je vais sauvegarder. Et puis je vais revenir dans Lightroom.
la première chose que je fais, c'est que je vais y appliquer une couleur, un libellé de couleur pour reconnaître facilement l'image. Voilà ce qu'on a. Donc au départ, eh bien, on avait ça au sortir. Excuse-moi, on avait ça au sortir de Lightroom tout à l'heure. Et maintenant, on a ça. Voilà, un petit peu de nettoyage. Ce que je vais appliquer maintenant, je vais appliquer un voile sur mon image. J'applique toujours un voile. Et ce qui consiste en fin de compte à jouer sur la courbe des tonalités, ça consiste à remonter les noirs principalement. Mais là, au lieu que d'avoir créé un preset qui me bouge la courbe, j'ai créé un profil. Et donc tu verras pas le changement dans la tonalité de courbe, dans la courbe de tonalité, mais ça va faire exactement ça. Donc là, je le lance et voilà ce que j'obtiens. Donc voilà ce voile. L'avantage du profil, c'est que je peux augmenter ou réduire l'effet en fin de compte donné. C'est vrai que maintenant, avec les presets que l'on crée dans Lightroom, on a la possibilité d'avoir cette fonctionnalité-là, mais au moment où j'ai créé moi ce preset-là, ce profil-là, on n'avait pas la possibilité d'avoir cette notion de dosage sur un preset. Donc c'est pour ça que j'avais choisi cette option-là à l'époque. Donc quand on remarque que quand on applique, tu vois, si je reviens en arrière, quand on applique ce voile-là, eh bien ça m'éclaire tout. Je te dis, ça remonte le noir. Donc, ce que j'ai tendance à faire après coup, c'est à juger si je veux remettre du vignettage. Et là, je crois que je vais en remettre. Donc, je vais réutiliser pareil le preset de vignettage. Je vais revenir ici. Et puis, je vais voir si j'en veux plus. Et là, ça me paraît bien. Je vais peut-être le remonter un poil, parce qu'il est un peu vers le bas. Donc, je vais le remonter un poil comme ceci. Voilà. Donc, avant, après. Et ça me paraît très bien comme résultat. Donc, si on ouvre ça en grand, voilà la photo. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Tu me diras ce que tu en penses dans un commentaire, mais si je sors de ça et qu'on regarde justement la photo de départ, hein, voilà, à gauche bien sûr, de là où on a commencé, à droite quand ça aura fini de charger. Voilà, bon, tu vois la photo, c'est pas grave, je vais pas attendre trop longtemps. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Dis-moi ça dans un commentaire. Est-ce que tu t'y retrouves dans les traitements? Est-ce que tu fonctionnes un peu de la même façon? Que tu sois photographe de mariage, de portrait ou autre. Est-ce que tu as appris des choses? Dis-moi tout ça dans un commentaire. Si tu as des questions, mets-les dans le commentaire. Tous les presets que j'utilise, et puis si tu veux voir cette photo un peu plus en grand ou quoi que ce soit, parce que la vidéo bien sûr altère les choses, je te mettrai ça également dans l'article. Le lien vers l'article, il est bien sûr dans la description, comme d'habitude. Et puis n'oublie pas de mettre un pouce, ça aide énormément sur cette vidéo. Et puis en attendant la prochaine vidéo, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme moi, capture-le et puis ensuite édite-le de façon créative et essayer d'avoir de finaliser en fin de compte la vision que tu avais pu avoir au moment où tu as appuyé sur le bouton. Cheers!